Badass gang. On se sait, body buddies, badass gang. On se lève, badass gang. Si tu sais, on prend la parole. Et hello les badass, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Badass Gang. J'espère que celui-ci va vous plaire. On a une invitée un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'elle va nous parler d'une thématique qui est vraiment intéressante parce qu'il s'agit des femmes et de la science et notamment des mathématiques. Les mathématiques qui semblent être une matière drôlement masculine. Et avant de commencer et de vous présenter mon invité du jour, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Partagez-nous vos histoires, partagez-nous vos émotions si vous en avez. Et on y va, on débarre. Bienvenue Luna. Merci. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Oui, je suis trop contente de t'avoir. Moi aussi. Il faut savoir que Luna, c'est l'une de mes copines les plus intelligentes. Franchement, il y en a dans le... Ah non, je savais que t'allais dire ça. N'importe quoi. Oui, je suis trop contente de l'avoir. Allez Luna, présente-toi un petit peu, dis-nous-en un peu plus sur toi. Du coup, je m'appelle Luna, j'ai 27 ans. Je suis professeure de mathématiques au collège depuis 4 ans maintenant. Et je suis mariée depuis peu. J'ai plein de passions, j'adore les animaux, j'adore la nature, j'adore Sherlock Holmes notamment. Oui. J'aime beaucoup les sciences, j'aime beaucoup la socio et la philosophie. Et j'ai d'ailleurs repris des études un petit peu l'année dernière en ce sens. Donc voilà. C'est dur de se présenter en si peu de temps, mais... Ouais, c'est vrai que t'es bien plus que quelques mots, mais je pense que là, on a déjà dit les choses principales. C'est l'essentiel. Super. Qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'étais venue pour parler des recherches que j'ai fait au cours de mon précédent master, notamment sur la formation des enseignants en mathématiques au sujet des stéréotypes de genre, parce que c'est quelque chose qui est très présent et assez implicite au final, mais qui influe beaucoup dans les parcours scolaires des jeunes filles et qui pour moi est important de combattre parce que ça contribue à une école qui est pas égalitaire et du coup c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je voulais en parler un petit peu avec toi aujourd'hui, avec nos auditeurs et auditrices et rebondir comme c'est aussi un peu le thème du podcast, sur une expérience personnelle, quelque chose que j'ai vécu un petit peu sous ce prisme il y a un peu plus longtemps que ces études-là, mais voilà. Trop cool. Ouais, c'est vrai que finalement, moi, ça fait pas très longtemps que je me rends compte à quel point il peut y avoir des différences, justement, comme tu dis, sur le genre, que le genre peut-être est finalement séparé du sexe biologique, mais dans une certaine mesure, et ça, on en avait vite fait discuter. Ouais. Mais c'est vrai que c'est avec toi et justement ces recherches que tu as menées que j'ai pu vraiment me rendre compte que finalement, ça commence non seulement à l'école, mais en plus avec des matières bien particulières. Quand est-ce qu'on a commencé à masculiniser les maths? Et déjà, est-ce qu'on peut dire qu'on a masculinisé les maths? Dis-nous. Je pense qu'on peut pas vraiment dire qu'on a masculinisé les maths parce que les stéréotypes, en fait, c'est quelque chose de très ancré et de très ancien. Là, on a l'illusion d'une école égalitaire, alors que en réalité, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est des mécanismes tellement profonds et tellement difficiles à endiguer, et qui est un peu le mythe de l'égalité déjà là, et que c'est le rôle de tous de se préoccuper de ces questions-là pour essayer de renverser un petit peu ça. C'est vrai qu'il y a des différences qui sont construites et pas naturelles. Il y a quand même des différences naturelles qui existent, évidemment, et des différences biologiques, ça personne va le nier. Mais l'essentiel des stéréotypes se construisent au cours de la sociabilisation, des apparitions, des représentations, de rôles modèles notamment. Et c'est vrai que c'est pas des différences naturelles, mais qui apparaissent quand même très tôt. Il y a des études récentes qui ont montré que les deux premiers mois de CP étaient décisifs concernant le positionnement des filles en mathématiques, justement. Ah, c'est complètement dingue, parce que les gosses, ils ont quoi, 5-6 ans quand ils sont au ça. CP? Ok, et du coup, tu peux donner des exemples concrets? Comment ça va se voir au CP que, justement, déjà là, il y a une espèce de programmation qui se met en place? Oui, tout à fait. En gros, ça va être l'idée
que les filles sont moins capables que les garçons de réussir certains exercices mathématiques. D'accord. Alors que d'habitude, les filles sont souvent meilleures en cours que les garçons à cet âge-là, beaucoup plus qu'on peut appeler scolaire. Et pourtant, quand on parle des maths, il y a un manque de confiance qui se crée, il y a une dévalorisation de leurs capacités et il y a une espèce de mathophobie qui va se créer. C'est un nouveau mot, mais qui existe maintenant. Ok, d'accord. Ok, ça m'étonne pas. Ok, mais c'est super intéressant. Et du coup, donc toi, tu dis qu'on le voit au CP, mais si ça prend racine aussitôt, tu crois pas que il y a quelque chose qui prend quand même racine à la maternelle, parce que tu dis les filles sont plus scolaires, et on a déjà eu aussi un petit peu cette discussion-là, mais est-ce qu'on demande pas aux filles d'être plus calmes, plus cadrées, etc., qui les rendrait meilleures? Et du coup, dans ce cadre-là, pourquoi d'un coup elle décroche en maths? Ouais, c'est assez difficile à expliquer, effectivement, et bien sûr, ça prend racine avant. Mais je pense que c'est aussi accentué par les attentes de l'enseignant. C'est pas une volonté de mal faire, c'est un truc complètement inconscient, mais on va pas avoir, je me mets dans le lot parce que c'est dur d'en prendre conscience et quand on fait attention, on peut s'en rendre compte un petit peu, mais on va pas donner les mêmes feedbacks à un élève garçon qu'à une élève fille selon l'erreur. Souvent, on a tendance à attribuer dans les remarques de bulletins notamment la réussite des filles à leur travail, à leur manière d'être consciencieuse, etc. Alors qu'on va plutôt parler des capacités des garçons, du talent naturel, entre guillemets. Et c'est un petit peu le syndrome du petit génie qui peut expliquer aussi ces différences au niveau des maths, parce que les maths, souvent, c'est considéré comme la matière la plus sélective. Ok. Et on se met souvent une pression par rapport aux maths. Et il y a aussi les parents qui peuvent influer en disant les filles c'est plus littéraire, les garçons c'est plus scientifique, ces genres de stéréotypes là qui ont je sais pas quel fondement au juste, mais il y a plein de manières d'influer et je pense que tout ça contribue aux différences qu'on peut observer dans l'orientation après. Ok, ouais, c'est super intéressant. Donc les petites filles, ce serait parce qu'elles travaillent et qu'elles y mettent un effort, donc qu'elles sont studieuses. Ouais. Et quand les garçons sont doués en maths ou en sciences, ce serait une capacité innée. C'est ça. Ok, on d'accord. parlerait, comme tu dis, ils sont doués. Doués, ok. C'est complètement dingue. Ouais. Ok. Et il y a un collège pas loin de là où je travaille où ils ont fait la formation filles et maths préconisée par notre ancienne ministre Elisabeth Borne. Ouais. Et ils ont analysé, alors je trouvais ça super, ils ont analysé leurs remarques de bulletin et ils ont constaté, malgré eux, alors que personne ne pensait qu'ils réaliseraient ça, mais que leurs remarques de bulletin, elles étaient stéréotypées, qui parlaient du travail des filles, de la manière d'être appliquée, d'être consciencieuse. De suivre les règles en fait du collège. Ok, intéressant. Alors que les garçons, on va parler de capacité, on va parler de bonnes aptitudes. Ok. Plus comme tu disais, le fait de l'inné ou de l'acquis, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus tu dis parce que voilà, c'est une matière qui est très exigeante. Les maths, les sciences, d'une manière générale, sont des matières qui sont exigeantes parce qu'on dit que c'est des sciences dures, donc que elles demandent effectivement peut-être une certaine rigueur, un certain cadre. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes sont moins capables de porter ce cadre? De manière stéréotypée, peut-être. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de penser ça. Or, de ce que moi je constate, c'est aussi un peu des préjugés de dire que il faut être plus rigoureux en maths qu'en français, parce qu'au final, quand on fait une dissertation, il y a un plan, il y a une structure, une analyse de texte, on n'analyse pas de toutes les manières possibles. Les matières artistiques aussi ont un cadre. Il faut avoir de la culture. Je suis pas persuadée. En fait, je pense qu'on met les maths, qu'on a peur des maths, alors qu'il n'y a pas raison d'avoir peur des maths. C'est juste un langage à apprendre et à manipuler. Et oui, il faut être rigoureux quand on fait une démonstration, mais c'est une manière que tout le monde comprenne la démonstration. En fait, on travaille 7 grandes compétences, dont la compétence communiquer. Donc, je pense qu'elle est surévaluée à ce niveau-là, cette matière.
Ouais, en fait, c'est une réduction de la richesse de chacun de ces domaines, que ce soit de Oui. l'art à la science, peu importe. C'est réduire à finalement à ce qu'on en voit en surface sans le connaître. Oui. Parce qu'une fois qu'on le connaît, et toi, avec le bouquin que tu m'as offert, tu m'as fait beaucoup déplacer mes plates-bandes sur les mathématiques. Mais c'est vrai, t'as raison. Autant l'artiste qui dessine, pardon, qui va faire de l'histoire de l'art, que le mathématicien, que le médecin, que le biologiste, etc. Finalement, t'as raison, ils ont tous besoin d'un cadre. Mais on voit encore effectivement qu'il y a plus de garçons dans les matières scientifiques que de Énormément. femmes. Et j'ai l'impression aussi des fois que les femmes se travestissent un petit peu, tu sais, quand elles vont après dans les études supérieures, école d'ingé et tout, parce qu'elles sont seules ou très peu nombreuses dans les classes. Ah bah, pour l'avoir vécu un petit peu, parce que j'ai fait une licence d'informatique avant d'aller en maths. Ah, bah oui. C'est vrai que quand il y a 6 filles dans l'amphi et que forcément les professeurs mettent un peu l'attention sur les filles parce qu'elles sont peu nombreuses et que du coup on se sent comme si on avait plus à prouver que nos homologues masculins, alors que non. Et ouais, c'est assez dur en fait de vivre dans un milieu de garçons, alors que bah toi c'est juste le domaine qui t'intéresse. Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire dans le fait de se travestir. Après, je pense que pas tout le monde le vit comme ça, et heureusement. Mais c'est vrai que c'est pas une position facile, et on le voit aussi dans les filières hyper masculinisées en bac pro ou dans les choses comme ça qui viennent donc plus tôt par rapport aux études supérieures. C'est pas des choses faciles pour les filles de s'insérer dans ces domaines-là, quoi. Ouais, donc, et puis c'est fort dommage parce que il y a des grandes mathématiciennes aussi. D'ailleurs, des fois tu évidemment, travailles un ouais. peu dessus avec tes élèves et tout. Ouais, j'essaye de leur donner des représentations des mathématiques qui sont féminines. Après, il y en a peu qu'on étudie dans le programme scolaire, parce que si on réfléchit un petit peu, tous les noms des grands théorèmes, ils portent le nom des hommes. On parle de division euclidienne, donc Euclide c'est un homme, un sixième, Pythagore, voilà. Ouais, on connaît. Descartes, on va évoquer ces figures-là. Par contre, on parle beaucoup moins de Myriam Mirzakhani, qui est presque contemporaine, Maria Agnesi, Hypatie d'Alexandrie, une des plus anciennes qu'on reconnaît. Mais c'est aussi lié au fait que pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas accès aux études supérieures et que du coup, elles n'avaient pas l'occasion de pouvoir se faire un nom. C'est ça. Ouais, ça a du mal à changer quand même. Ça a un petit peu de mal à changer, parce qu'on voit que même des professions qui sont normalement féminisées, au final, les plus prestigieux sont des masculins. Je prends l'exemple de la cuisine. Il y a beaucoup de femmes dans la cuisine. Par contre, les plus reconnus, ce sont des chefs masculins. Ouais, il y a une majorité d'hommes, c'est vrai. C'est regrettable. Ouais, ils ont du mal à nous laisser cette place, hein. Ouais. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'on a eu des avancées majeures, le droit de vote, etc. Mais entre le moment où ça rentre dans les textes de loi, donc dans le contrat social implicite, et le moment où on en a des applications concrètes et surtout adaptées, il y a un grand écart, et on le voit aujourd'hui. Ça va d'un extrême à l'autre. Ouais, surtout que là, si je reviens un petit peu aux maths, on avait réussi au lycée à atteindre presque une parité dans les bacs scientifiques, etc. Enfin, autant de garçons que de filles faisaient des maths jusqu'à la terminale quasiment, avec un volume horaire équivalent. Okay. Et depuis la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, c'est la dégringolade, parce que avec l'histoire de la spécialité maths, les filles, elles se sentaient pas du tout de choisir la spécialité là. On a fait 4 bonds en arrière. C'était une catastrophe. Ok, je vois. Alors, est-ce qu'on peut plonger un petit peu plus en profondeur sur ton thème de recherche ? Est-ce que déjà tu peux nous donner le thème exact ? Alors, mon thème de recherche, j'ai fait un premier mémoire quand j'étais en master MEF, mathématiques second degré, sur les stéréotypes de genre en mathématiques. Ok. Et j'avais expérimenté en faisant venir des enseignantes chercheuses dans ma classe de 6e pour essayer de créer un petit peu cette envie, cette émulation autour d'elles, avec aussi bien les filles que les garçons. Ça faisait aussi plaisir aux garçons de les recevoir. Et j'avais essayé d'étudier un petit peu les effets de ce projet autour des femmes mathématiciennes, parce qu'ils avaient fait des exposés aussi également auprès des élèves de 6e. Et dans mon second mémoire, que j'ai réalisé au cours d'un master en éthique et pratique de l'enseignement,
je me suis intéressée à la formation des enseignants en mathématiques à ces sujets-là. Ok. Donc la formation, elle est assez minimale. Les enseignants qui ont, allez, je vais dire 10 ans de carrière, je pense qu'ils en avaient jamais entendu parler avant le plan Phi et Maths là de l'année dernière. Ok. Pour la plupart. Moi, au cours de mon premier master, enfin de mon master pour être prof, j'avais eu une journée, je dirais, une demi-journée de formation un petit peu à ces sujets, mais c'était sur toutes les discriminations et c'était pas spécifique aux maths. D'accord. Donc c'était quand même intéressant. Je trouve que c'est plus que nécessaire et que ça mériterait un plus gros volume horaire d'ailleurs sur ça, mais c'était déjà pas mal. Et oui, au final, je me suis rendu compte que très peu de personnes étaient formées en fait à ces questions-là et que ceux qui y étaient, ils étaient déjà conscients. Enfin, vu que c'est de la propre initiative de s'inscrire à ces formations, c'est déjà des gens qui ont un petit peu, qui sont intéressés par ces questions-là. Qui ont réfléchi un petit peu sur le sujet. Oui. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que j'allais dire, que ces formations sont nécessaires parce qu'elles permettent de prendre conscience de quelque chose. Mais si tu me dis que c'est déjà des gens qui ont réfléchi sur la thématique parce que c'est sur base du volontariat. Exactement. Comment on fait pour bouger un peu ces plates-bandes? Tu y as réfléchi dans le cadre de tes recherches? J'ai un petit peu réfléchi, notamment aussi au fait que on peut pas forcer les gens à adhérer au principe de déconstruction des stéréotypes. Donc, en fait, c'est aussi bien que ça vienne du volontariat, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont une prise de conscience et qui veulent modifier leurs pratiques et les faire évoluer. Mais si on rend ça obligatoire, peut-être que ça fonctionnera pour un petit pourcentage, mais si les gens jugent que ça ne sert à rien, et ben ils vont pas changer leurs pratiques. Donc c'est un sujet très vaste et très compliqué que j'aurais bien aimé poursuivre en thèse, mais je trouve pas de directeur de thèse pour l'instant, ça sera retardé, mais on peut pas forcer les gens. Mais si on veut les faire adhérer à ce principe, il faut essayer de les choquer, entre guillemets, de les alerter en donnant des chiffres. Et ou alors, sans parler de chiffres, en les faisant assister à des situations concrètes, montrer qu'il y a des études qui ont été faites de manière un peu graphique, notamment si on n'y fait pas attention, la prise de parole en classe est monopolisée par les garçons. Ah ouais. Ouais, de manière inconsciente, le professeur va avoir tendance à interroger plus les garçons que les filles. Et si on va encore plus loin dans l'analyse, le professeur va plus interroger les filles sur de la restitution de cours et les garçons sur des sujets de réflexion. Plutôt des exercices, par exemple. Plutôt des exercices auxquels ils pourront apporter une réponse que eux ont construit, plutôt qu'une restitution de connaissances qu'elle a appris elle-même, quoi. C'est complètement dingue. Ouais. Donc il y a plein de petits faits comme ça qui peuvent être des leviers pour faire adhérer les personnes à la formation, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe et on peut pas. Enfin, il y a pas de méthode, il y a pas de mode d'emploi. Il faut juste, je pense, expérimenter. Là, on a eu la chance. Avec le plan Phi et Maths, que ça soit un peu mis en lumière. Et je pense que le collège que j'évoquais tout à l'heure, il a une super approche, parce que quoi de plus frappant que de mettre le nez des profs sur ce qu'ils ont fait et qu'ils collent à ces stéréotypes qu'on dénonce. Pour moi, c'est une super manière de commencer à s'intéresser au truc, quoi. Ouais, de conscientiser des comportements qui sont des programmations très inconscientes, finalement. Oui, parce que évidemment, si on demande aux professeurs, je pense que j'ai des collègues responsables qui diront qu'ils font aucune différence de traitement entre les filles et les garçons. Oui, c'est pas quelque chose qui leur ferait plaisir, mais de manière inconsciente, ça existe. Ok. Et est-ce que entre les profs messieurs et les profs mesdames, il y avait une différence justement sur ces discriminations? Enfin, discrimination ou stéréotypes, pardon, de genre plutôt. Dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que tu sais, j'ai déjà entendu que par exemple, les femmes qui sont CIO, PDG, etc., sont parfois plus cruelles envers les autres femmes que les hommes. Un exemple. Je vois. Et ce que tu dépeins là, ça a un nom. C'est le syndrome de la reine des abeilles.
Ah bah voilà, bah vous voyez, j'ai appris. Et ouais, c'est le syndrome de la reine des abeilles. C'est une femme qui a accès à un poste de pouvoir, ou elle a du pouvoir d'une manière ou d'une autre, Ouais. et qui du coup va être plus exigeante envers les autres femmes qu'envers leurs homologues masculins, voire plus cruelle, comme tu le disais. Ça peut s'expliquer par plusieurs manières, ça. On peut penser que cette femme qui, pour en arriver là, elle a dû prendre énormément sur elle, subir beaucoup de choses, et que du coup, elle juge bon de faire ressentir. Enfin, si moi j'ai galéré, vous allez galérer. Ouais, en je gros, suis la femme forte, j'ai dû mettre une carapace, donc vous aussi vous allez prendre c'est cher. ça. Ouais, ok, d'accord. Ou alors juste du sexisme intériorisé, que elle-même pense que les autres femmes sont moins capables que leur. Enfin, ça peut s'expliquer de plein de manières, mais ouais, ça a un nom. Et ouais, non, au sein des profs, j'ai pas tellement ressenti ça avec mes formateurs. Et là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de collègues féminines dans mes équipes. Donc, en maths, là, ça fait 4 ans que je suis dans un collège, on est une équipe de meufs, donc ça se passe hyper bien. Enfin, je les adore, mes collègues, elles sont géniales. J'ai beaucoup appris à leur côté aussi. Et pour le coup, c'est vraiment l'entraide qui prime, et c'est des super profs aussi. Donc, je suis bien entourée à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Mais après, au niveau des étudiants, ouais, il y avait un peu une guéguerre, mais après, c'était plus des choses individuelles. Je me rappelle d'un camarade de promo qui nous dévalorisait un petit peu, mais pas que les filles, c'était un peu tout le monde. Ah, ok, d'accord. Au final, je l'ai battu. Voilà. Badass, on vous a dit. Ok, et quand est-ce que tu as commencé à vraiment remarquer ces différences, ces stéréotypes, etc. Où tu t'es dit, ah merde, là, il y a vraiment un souci. Il y a eu un moment où tu as vraiment vu ça, ou c'était vraiment progressif au fur et à mesure que ton parcours, tu t'allais plus loin dans ton parcours scolaire? C'était un peu progressif, mais on en parlait tout à l'heure, la prise de conscience d'être que 6 meufs dans l'amphi Ouais, c'était énorme. vraiment là, ok. Je me suis dit, mais elles sont où les meufs, quoi? Et pareil, en maths, il y avait quand même plus de garçons que de filles, de manière moindre, mais la parité était quand même pas atteinte. Mais c'était vraiment en info que moi, ça m'a sidérée. Et il y avait un prof qui aimait trop faire des remarques sexistes et tout, sous couvert de blagues. Après, c'était de l'humour, je pense. C'était son humour un peu particulier, mais ouais, il allait quand même un peu loin. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud quand on est déjà que 6. Je vais pas arrêter, quoi. T'en pointer du doigt. Voilà. Et ouais, clairement. Il nous disait, c'est pas mal pour une fille, des trucs comme ça. Bon, ça peut faire sourire comme ça. Quand tu l'entends à tous ces cours de tout le semestre, c'est un peu pesant, quoi. Ouais. C'est un peu lourd, quoi. Et lui, il a une sacrée programmation, du coup, parce que s'il a besoin de vanner en permanence là-dessus, ouais, c'est un peu chaud quand même. Hein. Après, comme on était assez doués, en général, les filles en info, ils finissaient par après vanner les garçons en mode même les filles, elles sont plus fortes que vous, quoi. Mais bon, ça reste sexiste, quoi. Et ça reste toujours une comparaison. C'est ça. C'est ça. On n'était pas les étudiants, on était les étudiantes filles et les étudiants garçons. Et ouais, c'était là ma plus grosse prise de conscience. Après, j'ai eu la chance au cours du master qu'il y ait une conférence justement filles et maths organisée par l'une de mes professeurs, Madame Petkova. C'est une enseignante chercheuse, c'est notamment elle qui m'a permis de réaliser mon projet avec la classe de 6e dont je vous parlais juste avant. Elle est venue dans ma classe, etc. Trop cool. C'est une femme vraiment brillante et assez géniale. Et elle fait partie de l'Institut Élie Cartan de Lorraine, qui a une commission parité, du coup. C'est un institut mathématique qui a une commission parité et qui organisait des conférences, des petits concours auprès des étudiants. Et on a eu l'occasion d'y assister et c'était aussi une prise de conscience via ce biais-là. Ok, d'accord. Et du coup, ça veut dire quoi, avoir une commission parité? C'est une commission parité, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas vraiment spécialiste, mais en tout cas, de ce que j'ai pu observer, c'est une commission qui menait des actions tout au long de l'année pour justement lutter contre les stéréotypes, améliorer la parité, valoriser le travail des femmes, toutes ces questions-là, en fait. Des actions concrètes et engagées, c'est ça? Ok, d'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, ça, ok. Et ça existe depuis longtemps? Oui, ça existe quand même depuis assez longtemps. Je crois que
Ça existe depuis une quinzaine d'années, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah oui, je comprends pourquoi tu l'as fait 10-15 venir ans. voir tes élèves. Ouais, Elle elle est avait, super. elle a vraiment du poids et de l'expérience là-dessus. Ouais. Oui, ils étaient plusieurs dans la commission, mais elle, on l'avait en classe, nous, en tant qu'étudiants en master, donc c'était un accès facile à cette commission. Et c'était quelqu'un de très disponible et de très gentil, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ce projet-là. Ok, super intéressant, trop cool. Tu m'avais dit aussi que du coup, bah, pendant ton master, donc le deuxième, parce que du coup maintenant elle en a deux, Lina, dans ton deuxième master, t'avais fait une expérience avec des questionnaires et tout. Ouais, Tu peux nous en parler un petit peu? j'ai essayé de mener une étude avec une approche quantitative, parce que ma directrice de mémoire était une chercheuse spécialisée dans l'approche quantitative, et son cours m'avait moi j'aime bien les chiffres, je vais pas mentir, je trouve ça beaucoup plus facile à analyser que des questionnaires oraux, ou des choses, des interviews soumis à interprétation, ouais, c'est clair. Pour moi c'est plus facile, et j'ai essayé de mener ça, mais j'avais un timing assez serré, pour être honnête, parce que j'ai écrit mon master assez rapidement, sur une période assez courte. C'est ma faute, j'avais le temps, mais je me suis pris un peu à la bourre. Et donc j'avais fait une étude avec Lime Survey, qui est un logiciel de questionnaire en ligne RGPD. Et j'ai eu beaucoup de mal à diffuser mon questionnaire. J'ai galéré. J'ai essayé de contacter le rectorat, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les secrétariats, et j'ai eu 0 réponse. Donc, je suis passée par des canaux un peu plus informels, notamment des groupes Facebook de profs de maths, des choses qui sont quand même soumis à validation avant d'y rentrer. Donc, ça limite un peu, mais c'était pas l'idéal. Après, les questionnaires, j'ai eu des réponses intéressantes, mais au final, comme les gens étaient peu formés, c'était peu exploitable pour moi, dans le sens où je pouvais pas trop comparer quelqu'un qui avait pas été formé avec quelqu'un qui a été formé. Et les réponses, je pense que si c'était à refaire, je ferais pas pareil. Mes réponses, elles étaient soumises à plein de désirabilité sociale, et évidemment, il y avait plein de biais. Et on voyait les réponses qui étaient attendues, entre guillemets. Je pense que c'était très facile de deviner là où je voulais en venir, et de coller à ce que l'étude voulait montrer. Et donc, je pense que si c'était à refaire, je ferais pas pareil. Mais ça a quand même permis de déceler quelques réponses intéressantes. Mais Ok, ouais, bah, de toute façon, de toute manière, toutes les études, de toute manière, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, selon moi, elles sont complexes parce qu'elles comportent tellement de biais. Donc, t'inquiète, même quand ils sont 10 derrière, derrière les recherches, en général, c'est quand même assez complexe. Et si tu poursuivais en thèse maintenant, donc toi, tu approfondirais ce sujet. Ouais. Et tirer vers où, par exemple? Je pense que je lierais ça avec le fait de, comment faire adhérer les professeurs à ces sujets-là, et vraiment changer leur pratique. Parce qu'il y a tout le côté croyance enseignante qui se retrouve beaucoup dans les pratiques après. Déconstruire les croyances enseignantes, c'est très compliqué. Tous ces sujets-là, ça porterait essentiellement là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse question, parce que finalement, comme tu dis, t'as le côté enseignant, donc purement dans ta pratique et dans ta pédagogie, mais tu peux pas enlever ça de l'humain. Évidemment. Tes croyances personnelles font partie de tes croyances enseignantes. Bah ouais, carrément. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu agis sur l'un, tu vas agir sur l'autre. C'est ultra complexe. Finalement. C'est très très complexe. Tu as déjà réfléchi un petit peu, ce serait quoi des pistes comme ça, un petit peu à la volée Des pistes, faire prendre conscience par les chiffres, et après travailler, je pense, sur des situations concrètes, sur des projets à mener. Après, la pédagogie de projet, elle a ses limites parce qu'on a quand même un programme à enseigner, mais des petites choses, rien que faire attention à qui on donne la parole. Je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour une école plus égalitaire au quotidien, qui sont pas très coûteuses en termes d'énergie. On parle pas de mener des énormes projets ça peut juste être une conscience de se dire, là, ça fait déjà 3 fois que j'interroge un garçon, peut-être qu'il faut que je donne la parole à une fille. Rien que ça. Et je pense que c'est avec des petits gestes comme ça, ou réagir à des énoncés sexistes. Moi, je le fais tout le temps. Dans les livres, de moins en moins,
Mais à un moment, on en trouvait quand même beaucoup des énoncés complètement pas sexistes. Et juste de dire aux élèves, mais vous pensez que c'est vrai cet énoncé-là? Qu'est-ce que vous en pensez de cet énoncé? Dites-moi en plus. Et en général, ils trouvent, les gosses, ils disent, ouais, bah, forcément, ah ouais, la fille, elle fait 3 tours de terrain et le garçon, il en fait 6. Bah, d'accord, ça montre que, des choses comme ça. Enfin, je pense que les petites actions agglomérées sont plus grosses qu'un gros projet, parfois. Ouais, qu'un gros coup de frappe. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, en psychologie, il y a, donc, plutôt en psychologie sociale, on voit que je vais prendre un exemple un peu extrême du racisme, mais bon, on n'est pas loin sur les discriminations. Et ben, quand tu mets par exemple on va dire un noir en face d'un blanc et qu'il y a du racisme même émanant des deux, quand tu les pousses à discuter ensemble, même avec un médiateur, et qu'ils comprennent les difficultés et la réalité que l'un vit, que chacun essaye vraiment de comprendre la grille lecture de l'autre, ben en fait, on a constaté que finalement, ce racisme, cette xénophobie, elle a tendance à baisser et parfois même à disparaître. Donc, ce serait peut-être une hypothèse de se dire, ok, on met des hommes en face des femmes et puis des gens, bah du coup des maths, parce que pour toi c'est du côté des mathématiques, et dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment rencontré dans ma carrière en termes de difficultés, moi en tant que scientifique, et puis de l'autre côté, pour les profs en tout cas, ok, qu'est-ce que moi j'ai observé en classe par rapport à tout ça. Ce serait cool de faire des débats finalement. Ouais, ça serait super cool. Et même faire, là on parlait des mathématiciennes un petit peu tout à l'heure, ça peut juste être évoqué le nom d'une mathématicienne comme ça. En général, ça fait réagir. Leur dire, pourquoi vous en connaissez pas des mathématiciennes? Moi, je suis partie de là. J'avais demandé à tous mes élèves d'écrire sur un petit papier le nom d'un scientifique. Enfin, le nom d'une personne scientifique. Ouais, voilà. Okay. J'ai quelque chose de non-genré volontairement dans l'énoncé. Et tout le monde met Einstein, Pythagore. Ok. Il y en a qui mettaient des choses un petit peu plus originales. Il y en a une qui a mis Marie Curie, quand même. Oh, cool, ok. Donc, mais si on faisait le tableau, et je leur disais, après, je dépouillais tous mes petits papiers, j'écrivais tout. Je disais, vous remarquez quoi? Et après, ils arrivaient à trouver quand même. Ils disaient, ouais, mais en fait, il y a que des hommes. À part Marie Curie, il y a que des hommes. Et on partait de ce constat-là, en fait, pour après travailler un petit peu leur représentation. Et même les garçons étaient partants. J'ai pas souvenir d'une résistance, en fait, quand c'est amené pour l'égalité. Et c'est ça qu'on recherche. C'est pas... on va pas parler des mathématiciens mâles, ou hommes du tout. On va parler que des filles. Non. En fait, c'est juste pour dire, on en connaît pas mal, des hommes mathématiciens. Pourquoi on n'en connaît pas des filles? Et un petit peu ouvrir sur ce sujet-là. Et aussi ouvrir un peu le débat entre eux sur pourquoi... souvent, ils disent, oui, mais les filles, elles sont trop fortes pourtant. Pourquoi elles font pas de maths? Enfin, même eux, les élèves s'interrogent sur l'orientation après. Et c'est hyper intéressant, même entre enfants, quoi. Ah ouais, mais je trouve ça même... Hello, j'interromps un instant ton écoute pour te rappeler de liker, de partager et de commenter parce qu'on a besoin de toi. Et oui, c'est la communauté qui va faire qu'on va pouvoir donner la parole aux femmes comme toi, aux femmes comme elles, aux femmes comme nous. Et pour ça, on a besoin que tu nous soutiennes, donc n'oublie pas, liker, partager et commenter. Allez, je te laisse pour la suite. Bonne écoute. Je trouve ça même incroyable de se dire que, donc toi t'es prof de collège, je sais plus si on l'avait précisé, mais au moins c'est précisé. T'as eu des 6e, t'en as en général chaque année, donc c'est des petits bouts. Donc ces petits bouts, on arrive à voir que eux, les stéréotypes de genre, pour le moment, ils en ont rien à carrer, alors qu'on pourrait dire que déjà en 6e, entre eux, je veux dire, c'est formé. Donc ça veut bien dire que les donneurs de soins, les pères, etc., les adultes qui entourent, vont venir continuer de modeler ce stéréotype au final et de le rigidifier. Donc c'est même pas de la faute des gosses, parce que pour les gosses, c'est presque naturel. C'est pas du tout de la faute des gosses, surtout en maths. Après, il y a des stéréotypes de genre qui sont quand même présents dans leur tête quand on entend les interactions entre eux. Ah d'accord, ok. Ouais, je parle vraiment là pour les maths, ils comprennent pas du tout, eux, pourquoi il y aurait moins de filles qui feraient des maths que des garçons. Mais si on compare vraiment leurs interactions, même en 6e, et notamment les dernières années, j'ai vraiment observé des choses, des réflexions vraiment pas cool à l'égard des filles. Ok. Donc, il y a quand même des stéréotypes qui sont présents, mais
j'en ai pas observé, en tout cas, enfin, ils ont pas conscientisé cela encore. Ok, d'accord. Et tant mieux, c'est quand même un point d'appui. Ça veut dire qu'on a Mais, une voix, ouais, c'est clair. Non, il y a du travail encore. Ok. Il y a Ouais, du taf. c'est intéressant. Et tu sais quoi, là, je suis en train de me dire, vraiment à la volée comme ça, parce qu'à un moment donné, on a remis ensemble les filles et les garçons dans les écoles. Ouais. Alors, pour initialement une bonne chose, qui était que pour que toutes les matières soient les mêmes, etc., parce que les filles avaient des matières de filles, entre guillemets, etc., couture Oui. et tout, voilà. Et puis, les garçons, voilà, les matières de, entre guillemets, garçons. Et peut-être que la solution aurait pu être, pendant un temps, de continuer cette séparation et enseigner exactement de la même manière les matières. Là, peut-être que ça aurait lissé un certain nombre de choses et ensuite mixé. C'est une question intéressante. C'est une question, je pense, à laquelle je pourrais pas répondre parce que le phénomène de non-mixité, je pense qu'il y a du bon, il y a du moins mauvais. bon. Ouais, c'est clair. Mais je pense que si elle est quand même remise ensuite, cette mixité, elle est d'autant plus violente si elle a pas eu lieu avant. Ok. C'est mon avis. J'appuie ça sur aucune raison spécifique, mais je pense que le vivre ensemble, il s'apprend dès tout petit. Et si il y a cette non-mixité dès tout petit, le fait de la remettre ensuite, ça a pas vraiment de sens et ça serait peut-être plus violent parce qu'ils n'ont pas appris à vivre ensemble. Ouais, mais tu vois, je l'aurais vu plus parce que tu vois, quand on a, bon, encore une fois, c'est des hypothèses, on réfléchit un petit peu ensemble. Au moment où en fait la République, en tout cas en France, a dit ok, c'est terminé de séparer, tu vois. Donc on met les filles et les garçons ensemble, donc pas dans un parcours actuel où on garde filles-garçons séparés. À un moment donné, on les remet ensemble, mais tu sais, dans cette transition de ça y est, on ouvre des droits aux femmes. On constate qu'effectivement à l'école, pourquoi on leur apprend plutôt ça et aux garçons plutôt ça, mais tu sais qu'il y a eu à un moment donné une bascule dans l'histoire. Ouais. Tu vois, c'était plus de ce point de vue-là. C'est sûr que si tu refais ça maintenant, là, je suis d'accord avec toi, ça va être ultra violent. S'ils sont séparés, puis d'un coup, je sais pas, au collège, ils se retrouvent ensemble. Oui. Non, oui, ça n'irait pas. C'est une catastrophe. Déjà que là, c'est parfois compliqué. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça aurait pu être une manière de procéder, ouais. Ouais. Et puis d'élever. On aurait même pu mettre un peu plus l'accent du coup sur les parcours féminins parce qu'elles en avaient jamais fait avant. Enfin, tu vois, de matière un peu plus générale, ce qu'on appellerait générale maintenant, parce que c'est vrai que les matières à l'époque, elles étaient vachement centrées sur s'occuper de la maison et ça, des tâches ménagères, quoi. Donc ouais, carrément. Bah ouais, fallait s'apprendre à s'occuper d'un foyer, hein, de toute façon. Hein, donc effectivement. Mais après, c'est peut-être une populaire opinion, mais ça, c'est des matières qui auraient quand même leur place, mais pour tout le monde, de revenir en cours. Hein. Mais oui, mais bien sûr. Mais l'éducation financière, les choses, il y a ils ont aucune conscience de la réalité. Enfin, ça peut être d'avoir des matières un peu plus terre à terre comme ça. Apprendre à faire sa feuille d'impôt pour plus tard au lycée et tout. Un petit peu de compta, franchement, etc. Ça serait, c'est clair. Ça serait hyper intéressant. Enfin, ça a été un peu remis quand même sur le devant là récemment avec Educfi justement, l'éducation financière. Ah, ok, j'avais pas entendu. Après, c'est au bon vouloir. Enfin, c'est des profs qui doivent l'intégrer dans leur programme, donc un peu en biais quoi. Donc ok, donc c'est en plus de vos programmes. Ok, d'accord. Et honnêtement, avec oui, la vous êtes somme, déjà surchargé, ouais. En fait, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui seraient hyper intéressantes à faire, mais encore faut-il le budget et les heures pour les faire, quoi. Ça, c'est... Ouais, bon, ça, c'est un autre débat, mais on pourrait faire tellement de choses trop bien. Si on avait un petit peu plus d'heures et de moyens, ce serait fou. C'est clair. Mais c'est vrai que ces intégrations au sein du quotidien, enfin de plus des apprentissages quotidiens, bon, normalement, j'ai envie de dire, c'est aux parents de le faire. Mais aujourd'hui, les parents, ils ne font pas tout. Après, ça bosse, c'est compliqué. Ils ont peut-être pas eu aussi forcément les apports nécessaires. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et peut-être que justement, si maintenant tout le monde apprenait un petit peu, comment on va faire un peu d'éducation financière, un petit peu aussi de comment on tient une baraque, parce que franchement, des fois c'est aussi à revoir. Là aussi ça lisserait finalement si on apprenait et aux garçons et aux filles. Je pense. Et tu vois, il y a plein de filles qui s'autocensurent parce que elles considèrent que ça sera plus facile de s'occuper d'une famille en faisant tel ou tel métier aussi. Ah oui, elles choisissent aussi en fonction de la possibilité de s'occuper de sa famille maternelle. Okay. Et peut-être que de faire, comme tu dis, des choses comme ça mettrait ça mettrait aussi en parallèle le fait de dire
non, si je choisis quelqu'un pour faire mes enfants qui est en mesure de s'occuper aussi d'eux, on partagerait les tâches et du coup, je peux faire ce que je veux. Ouais, Enfin, 100%, on peut ça partager. pourrait faire quelque chose, ça pourrait faire évoluer les choses, j'en suis sûre. Ouais, clairement, parce que bon, là, on part des stéréotypes de genre, on essaye de mettre des hypothèses à l'eau, mais c'est vrai que finalement, quand tu regardes, donc les stéréotypes de genre, notamment en sciences, en mathématiques, c'est un morceau, mais que tu peux tellement relier à d'autres choses, la charge mentale Évidemment. des femmes, etc. Parce que c'est vrai que finalement, tous les métiers qui vont être scientifiques, donc ingénieur, bon, professeur aussi, qui demandent un certain temps d'études, des fois même Ouais. plus longues. Professeur est de plus en plus féminisé. Ah ouais? Ok, d'accord. Ah, mais... Et ça s'explique aussi par le fait que la profession est dévalorisée financièrement. Ah, ok. On remarque que les professions qui se féminisent de plus en plus sont de plus en plus dévalorisées financièrement. Ah, donc il y aurait encore cette posture très sacrificielle de la femme, Ouais. finalement, quelque part. Non, et puis être professeur, c'est aussi beaucoup de temps. Si on réfléchit, moi j'ai énormément de temps, j'ai 18 heures de cours par semaine. Ouais, Je pense que en termes de préparation, de correction, etc., on me rajoute 10 heures. ok. Mais j'ai beaucoup de vacances. Enfin, c'est un métier qui, quand on envisage de faire une famille, est quand même vachement avantageux en termes de temps et de possibilité d'éduquer des enfants, ça c'est clair. Donc, je pense qu'il fait de plus en plus partie des métiers du care, en fait, comme on l'a attribué aux infirmières, etc. Ouais. Et que ça explique aussi pourquoi on est les fonctionnaires de catégorie A les moins bien payés. Ah, c'est complètement dingue. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, infirmière, prof et tout, finalement, les payes, elles suivent pas vraiment, alors que vous êtes au premier rang, vous avec les enfants, donc quand même le pays futur, et puis dans le soin, le médical et tout ça, on le sait, c'est plus un secret où c'est une catastrophe, mais où on soigne, on essaye de préserver la santé des gens. Donc, infirmière, enfin c'est pour moi c'est le métier un des métiers les plus respectables au monde. Enfin, c'est un dévouement, c'est de voir la souffrance chaque jour et faire en sorte de l'atténuer. Enfin, pour moi, j'ai tellement de respect envers les infirmières. C'est des personnes que j'admire énormément. Ouais, et puis t'es tout le temps ballotté entre le médecin et le patient, quoi. Tu fais tout le temps le lien et tout. Ouais, c'est vrai que. Mais tu prends en pleine face toute la souffrance du monde, en fait. C'est pas, enfin. T'es juste là pour faire en sorte qu'ils se sentent mieux, mais au final, si les gens sont là, c'est qu'ils sont pas bien. Enfin, tu vois, t'as pas de côté vraiment positif dans le truc là. Donc, de vouloir faire une carrière d'infirmière, ça veut vraiment mettre toute son énergie et son cœur au service de l'autre et de son bien-être. Et je trouve ça incroyable. Enfin, faut avoir le cœur tellement bien accroché en plus. Ouais, c'est une vraie vocation. Hein. Ouais. Sinon, tu peux pas le faire le métier là. Mais prof aussi, je trouve que c'est une vraie vocation. Ah, évidemment. Et je pense que quand la vocation te passe ou que tu te dis je veux plus y aller, il faut arrêter parce que en fait tu traumatises des élèves et il y a rien de pire qu'un prof qui veut plus être prof mais qui va quand même faire son métier. Il pense à avoir le choix. Parce que toi, donc d'abord informatique, ensuite t'as fait une licence de maths parce que du coup t'as pas poursuivi informatique et ensuite un master. Et à quel moment tu t'es dit j'aimerais bien me diriger vers l'enseignement? Alors là, vaste question. En fait, c'était assez progressif. Aussi, d'accord. Quand j'étais plus jeune, je me disais non, je veux pas être prof du tout. Je veux faire de l'argent. Je voulais faire de l'argent. On habite pas loin du Luxembourg. Je me disais je vais partir en informatique. Ça m'a pas l'air trop mal. En plus, il y a des maths, je suis pas trop mauvaise. Il y avait un master de sécurité informatique. Je me suis dit très bien. Ça, tu fais ça dans une banque au Luxembourg, mais ma cocotte, tu seras très bien lotie. Et donc je fais ma licence d'informatique. Bon, ça, je peux pas dire que j'ai passé de mauvais moments, mais j'aimais pas tout. Après, je suis toujours un peu butée. Si j'aime pas un truc, j'aime pas un truc. Et si j'ai décidé que j'irai pas, j'y vais pas. Tu as le boycott. Donc, à la fac, c'était un petit peu ça. Donc, je m'en sors plutôt bien. Je suis en 3e année de licence. C'est le moment de faire un stage. Et je trouve un stage dans une grande boîte industrielle au sein du service informatique dans la sécurité informatique. Donc je me dis c'est vraiment ce que je veux faire après. Donc super et tout. Stage de 3 mois rémunéré et tout. Je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. Mais heureusement que tu l'as eu ce stage alors. Ah évidemment, franchement, heureusement qu'on a des stages. Dommage qu'on en ait pas plus tôt, j'ai envie de dire, parce que je l'aurais fait en L2 le stage, je serais partie dès la L2. Et je me suis dit mais c'est une blague quoi. En fait, t'es dans un bureau toute la journée. Quand t'es au service informatique en IT,
en fait, s'il y a un truc qui marche pas, c'est ta faute. Donc, en fait, tout le monde te déteste parce que dès que ça marche pas, en fait, c'est ta faute. Et il faut que tu trouves la solution pour que ça remarche parce qu'en fait, sinon tu te fais, allumer. Une tête sur une pique. Et pendant mon stage, j'avais une mission donc de mettre en place un logiciel de sécurité. Mais tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en battait les couilles. Il travaillait avec des données confidentielles et tout. Changer le mot de passe, c'était déjà trop. Il notait les mots de passe sur des câbles peints, enfin, des trucs complètement aberrants. Et j'étais là, mais en fait, vous travaillez en R&D, je pense que c'est le centre de recherche et développement, là, vous avez quand même des données sensibles, ouais. Sensibles, ouais. Enfin, vous êtes censés, elles sont confidentielles, quoi. Ah ouais, mais non, mettez-moi le niveau de sécurité minimum, je m'en fous, moi. Je suis d'accord. Oh. Très bien. Ah ouais, d'accord. Super. Okay. Ouais. Donc là, oh merde, qu'est-ce que je vais faire du coup? Et ouais, et puis le manque de contact, en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop besoin de me sentir utile, mais d'avoir une espèce de reconnaissance. Là, tu t'es utile parce que tu fais marcher les ordinateurs de la boîte, mais ça a pas de sens. Vraiment. Ça a pas trop de sens. Ça a pas trop de sens. Et les interactions que t'as, elles sont pas spécialement agréables, quoi. Enfin, au cours de la journée, et t'es quand même beaucoup seul devant ton ordinateur, donc. Non, déclic, je me dis, il faut que je me sorte de là. Je veux pas rester là. Je contacte un des professeurs parce que la première année, le premier semestre de licence est commun mathématiques, informatique et mécanique. Ok. Donc, j'avais eu des professeurs qui enseignaient en licence de maths. Je contacte un d'eux qui m'avait, qui j'avais bien accroché et tout. Je dis, écoutez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider à faire une passerelle? Je veux plus faire d'informatique, je veux aller en maths. Et très gentil, il me dit oui, on peut envisager ça. On peut même envisager de vous faire passer en L2 pour pas que vous recommenciez la licence en entier. Okay. Il vous manquera que un semestre de L1. D'accord. À vous de bosser pendant les vacances pour rattraper un peu votre retard et vous rentrez en L2 à la rentrée. Et du coup, j'étais super heureuse. J'ai dit ciao à l'informatique et je suis allée en L2 maths. Ok, d'accord, direct. Ok. Et du coup, t'as commencé maths? J'ai commencé maths. L2 maths, c'était très dur. Je l'ai pas hyper bien vécu cette L2 maths, mais passons. L3 maths, il y avait deux parcours à choisir. Enfin, on pouvait choisir entre deux parcours, soit maths et enseignement, soit probastat, un truc comme ça. Ah ok, d'accord. Et moi j'ai choisi maths et enseignement. Maths et enseignement, ok. Et ça y est. Et c'était une révélation. Révélation vraiment, ah ouais. Je me suis dit mais en fait là je suis vraiment à ma place. Et j'ai cartonné. Enfin vraiment. À partir de là, je me suis plus du tout posé la question de est-ce que c'est ma place ou non. Je l'avais trouvé. Waouh. Et ouais, non, c'est trop génial. C'était trop génial. C'est trop génial, ouais. Et ouais, je me souviens que ouais, quand t'es rentrée et puis t'as eu une super note en plus à ton oral de quand t'as de CAPES. Oui, pour le CAPES, ouais. Ouais, bah c'est marrant que t'en parles parce que en fait c'est quelque chose qui m'a tétanisé ce CAPES. Ce CAPES, donc que j'ai passé en fin de première année de master, ça a été une source d'angoisse terrible à tel point que je n'arrivais même plus à réviser pour ces oraux, ces écrits, tellement j'ai été paralysée par le stress et la peur de rater et tout ça, parce que c'était un tel engagement, un tel investissement pour moi, que je me disais, si je le rate, je le repasserai pas. Ah ouais. Tellement ça t'avait collé le stress comme ça, ouais. Ok, d'accord. Ah ouais. Et j'étais intimement convaincue que je serais pas capable de revivre une seconde année comme ça. Ouais, je comprends. Et donc le CAPES de maths, en tout cas avant, parce qu'il y a eu des réformes entre-temps, ça se passait plus trop comme ça, mais là c'était 2 écrits de 6 heures. Si on était admissible, enfin si on réussissait les écrits, on était admissible aux oraux. Ouais. Et ensuite on avait 2 oraux de 1 heure chacun avec 3 heures de préparation avant l'oral. Un de leçons, donc il y avait 44 leçons à connaître et à savoir expliquer niveau master. Oh waouh. Sachant qu'une leçon, donc voilà, on l'a construit, mais il faut être capable de démontrer la moindre petite assertion qu'on fait dans cette leçon. Donc c'est une préparation assez costaud. Sans blague, tu m'étonnes. Et le deuxième oral, c'est une étude, c'est ce qu'on appelle le dossier. En fait, c'est un corpus de production d'élèves à analyser sur un thème. Et aussi des exercices à proposer. Enfin, c'est beaucoup plus pratique, on va dire, ancré dans le professionnel. Et ouais, j'étais tellement stressée à l'idée de ce CAPES quand j'ai su que j'étais admissible aux oraux. J'ai été voir une hypnothérapeute pour essayer de pouvoir réviser encore parce que j'arrivais pas. Enfin, j'étais trop stressée. Je me disais mais c'est impossible que ils voient pas à quel point je suis une fraude en fait, parce que je considérais que j'avais eu tellement de chance en arrivant jusque là que je sais pas. Je me disais
l'effet va pas durer. Enfin, on va me démasquer, quoi. Ouais, l'imposteur, Ouais. le fameux, Ouais, ok. le fameux syndrome de l'imposteur. Et du coup, c'est une personne super. Elle s'appelle Stéphane Alonso. C'est une hypnothérapeute super à Metz. Et elle m'a dit, mais en fait, de quoi tu as peur? J'ai dit, j'ai peur de rater. Enfin, je lui explique tout ça. Elle me dit, mais t'as travaillé quand même. Je dis, oui, j'ai travaillé. Enfin, je faisais que ça, oui. Ouais, j'ai charbonné à mort. J'ai charbonné. Et elle me dit, mais t'as eu des oraux blancs? Je dis, oui, j'ai eu des oraux blancs. T'as eu combien à tes oraux blancs? Je dis, j'ai eu 19, mais j'ai eu de la chance parce que c'est le sujet que je voulais. Elle me dit, non, mais en fait, tu vas arrêter tout de suite. Ouais, c'est pas de la chance, ouais. C'est pas de la chance, c'est du travail. Donc, elle m'a dit, arrête de considérer que tout ce que tu as eu jusqu'à présent, c'est de la chance. C'est pas vrai. Tu l'as eu parce que t'as travaillé pour et que t'as l'intelligence nécessaire pour faire ce que tu fais. Et arrête, tu vois, genre de tout dire, oui, j'ai eu de la chance parce que si, j'ai eu de la chance parce que ça. Et c'est vrai, parce qu'objectivement, je crois que j'ai été major l'année-là. Enfin, en fait, il y avait pas de raison de se mettre dans des états pareils pour un diplôme où, soit dit en passant, il y a ils n'arrivent pas à pourvoir tous les postes chaque année. Donc la sélection, elle est quand même assez faible. Enfin, c'est pas du tout impossible de rater. S'ils considèrent que t'as pas le niveau, tu n'as pas le niveau. Mais ils sont pas là non plus pour faire une sélection de malades. Donc, ouais, ils attendent pas la perfection. Non. Ouais. Je pense que, et nos profs nous l'avaient répété, il faut que le jury ait envie que ils aient envie de t'avoir pour prof. Comme les enfants, pour leurs enfants, tu vois. Okay. Ils se disent, elle est pas dangereuse, elle sait de quoi elle parle, je pense que ça va. D'accord, ok. Et c'est intéressant, ça. Et l'hypnothérapeute, du coup, m'a fourni quelques conseils de visualisation, de choses comme ça. Et au final, ça s'est passé comme je voulais. Mon oral de CAPES, c'était un rêve absolu. J'ai eu le sujet que je voulais, que j'avais eu en oraux blanc. Ah, trop bien. Quand j'ai tiré le petit papier, parce qu'en fait, on tire un petit papier, il y a 2 sujets sur ce petit papier, on choisit un des 2. Et je lis le premier, je sais plus ce que c'était, un truc, je dis ok, je vois le deuxième, différents types de raisonnement en mathématiques. Et je me suis dit là, c'est ton moment. C'est ton prime. C'est bon. Et ouais, j'ai fait ma petite préparation, et l'heure, elle est passée en 2 secondes. Le jury était assez sympathique. En plus, ils étaient bienveillants et c'est passé en 3 secondes. Enfin, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez sortir. Je dis, mais déjà? Je dis, ah bon, ok, super. Et ouais, j'ai eu 19,40 à cet oral sur 20. 19,40. Et je suis hyper fière encore mais bien sûr. de cette prouesse. Bien sûr. Quand j'ai vu mon classement, j'ai fondu en larmes tellement de soulagement. Enfin, c'est une des plus grandes émotions de ma vie, je crois, de voir que le travail avait payé et que j'allais être professeur, parce qu'au final, ça détermine quand même ton avenir. Donc non, et que j'allais pas devoir y repasser. Ouais. Quel soulagement. Tu m'étonnes, comme je te comprends. Moi, c'est une grosse étape. Tu m'étonnes, pour avoir fait 3 mois de fac, c'est bon, le stress ingérable pour moi. En plus, je mettais trop la pression, perfectionnisme à fond, et c'est ce qu'il faut surtout pas faire, j'ai l'impression, en études supérieures. Donc franchement, bravo, meuf. Moi, merci. Chaque fois, moi, je la connaissais, l'histoire, les gars. Mais franchement, chaque fois qu'elle me raconte, je m'en délecte, parce que je me dis, putain, c'est trop inspirant. Je dirais quand même que j'ai eu de la chance sur le sujet, mais... Oui, parce que là, c'est vrai que t'as eu le blanc et ensuite, voilà. Ouais. C'était celui que je voulais. Mais après, le hasard n'existe pas, on va dire. T'as provoqué ta chance. J'ai tellement manifesté. T'as tellement visualisé. Merci à cette hypnothérapeute. Ouais, merci Stéphane. Non, mais ouais. Non, c'était super chouette. Et puis, ça m'a permis d'aborder le stage avec quand même plus de confiance et de sérénité. Et puis, je savais que... là, j'étais légitime et que je me suis sentie à ma place quand même après ça. J'étais quand même super fière. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde, ça a fait plaisir à ma famille. Oui, c'est clair. Enfin, c'était vraiment un super moment de joie et réjouissant, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu penses que ce syndrome de l'imposteur et tout, il provient d'où? Est-ce qu'il pourrait provenir justement de ces stéréotypes de genre, selon toi? En tout cas, en partie. Sûrement en partie. Ok. Je pense que après, c'est aussi... un caractère individuel. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus confiants que d'autres, mais oui, le fait de tout le temps douter de soi, ça fait aussi partie du parcours qu'on a dépeint au cours de ce podcast, de se sentir moins légitime parce que peut-être qu'on a mis moins en valeur
les capacités que notre travail. Enfin, je pense qu'il y a de ça aussi. Après, quand on le vit soi-même, c'est assez dur de déterminer qu'est-ce qui t'a mené à ces comportements. Donc je saurais pas l'expliquer, mais je pense que ça y a contribué, ouais. Ouais, et puis tu m'avais une fois raconté quand t'étais à la fac, il me semble, si je dis pas de bêtises, un professeur qui avait été vachement, qui était rabaissant initialement et qui t'avait rabaissé. Oui, un professeur de probabilité. Pour moi, c'est vraiment la définition d'une ordure, ce mec. Il a traumatisé tellement d'élèves et en plus on était des grands adultes, hein. Mais j'ai passé une colle. Mais en fait, tout ce qu'il pouvait faire pour être rabaissant, il l'a fait. Et il demandait aux étudiants qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie pour leur dire que c'était des merdes et qu'ils y arriveraient pas, en gros. Enfin, que des choses comme ça, mais complètement odieuses. Et c'est là aussi où je me suis dit, mais en fait, il est personne pour me traiter comme ça. Et en fait, j'ai pas à me laisser traiter comme ça. J'ai écrit un mail hyper salé au responsable du master et j'ai dit... Je me suis promis à moi-même que si c'était lui le colleur la prochaine fois, bah j'irais pas à sa colle et j'aurais la gastro le jour-là. Et bah c'est ce que j'ai fait. La fois d'après, j'ai vu que c'était lui le colleur. J'ai dit je vais aller chez le médecin et j'ai fait une dispense parce que c'est hors de question de se laisser traiter comme ça. Ouais. Enfin, il était odieux. On avait travaillé, pourtant on n'est pas arrivé les mains dans les poches, mais il avait une question à laquelle j'avais pas su répondre et l'autre non plus. Enfin parce qu'on était deux en même temps dans la colle. Ouais, ok, d'accord. Et je lui ai dit, bah en fait, je trouve pas mon erreur. Est-ce que vous pouvez me l'indiquer pour que je puisse passer aux autres questions? À la suite, ouais. Et en fait, il a refusé catégoriquement de nous dire notre erreur. Mais en fait, si tu écris quelque chose, c'est que tu penses que c'est vrai, surtout en situation d'examen. Donc, dire à quelqu'un, bah trouve ton erreur. Bah parfois, quand ça fonctionne pas, bah il faut juste lui donner l'occasion de poursuivre l'exercice. Et c'est le rôle d'un prof. Et c'est aussi le rôle d'un prof. Ouais. Donc c'est ce qu'il a pas, enfin c'est ce qu'il a pas fait. Et donc on a passé 45 minutes à se regarder dans le blanc des yeux parce qu'il voulait pas nous dire de passer à la suite, quoi. Je la trouve complètement folle cette scène, quoi. C'est tellement humiliant. Mais c'est ça. Mais tu vois, j'ai parlé de ça parce que des fois, ce genre de choses, ça peut vraiment aussi nous faire perdre confiance en soi. Mais évidemment, ouais. Donc toi, ça va, t'as dit non, là je vais mettre mes limites et tout. Mais d'autres personnes qui ont du mal à aller se plaindre entre guillemets ou en tout cas à revendiquer, ok, non, là c'est pas, justement c'est pas ok, c'est pas respectueux, ben ils vont peut-être se laisser écraser par ce genre de comportement. Complètement. Et moi j'ai même pas accepté de répondre parce que du coup comme on n'avait pas le droit de poursuivre l'exercice, il était tenu de nous garder là à rien faire. Et c'est à ce moment-là où il disait mais tu veux être quoi toi? Ah, tu veux travailler là, bah t'y arriveras pas, t'as vu, t'arrives même pas à faire une colle de seconde, de deuxième année, enfin tu vois. Et quand il m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit je sais pas, en fait je lui ai pas répondu parce que j'avais pas envie de lui répondre et que honnêtement c'est pour m'entendre dire bah de toute façon tu vas être nul, bah en fait non, mec, toi ton seul plaisir c'est écraser les élèves comme des fourmis, enfin stop. Ouais. Je suis pas masochiste, je sais pas si je vais pas tendre le bâton pour me faire battre, quoi. Je sais très bien ce que tu vas dire, c'est bon, laisse-moi partir, mets-moi mon 0 et on n'en parle plus, hein. T'avais quel âge? J'avais quel âge? Waouh, j'ai eu mon bac à 16 ans. J'ai eu donc ma licence d'info à 19. C'était l'année d'après, j'en avais 20. Ouais, c'est courageux, hein. 20 ans. Maintenant, je vois, c'est encore des petits bébés à 20 ans. Ouais. N'en déplaise aux petites badass qui nous regardent et qui ont 18 ans et plus, mais c'est vrai que vous êtes des femmes en devenir, mais encore des petits bébés malgré tout. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. Oui, à 20 ans. Surtout que potentiellement, je pouvais avoir 19 ans, enfin, ou 18, parce que là, c'était une réorientation en plus. Donc, vrai, oui. Du coup, tu vois, il y a des gens qui étaient plus jeunes que moi et qui devaient affronter ça aussi. Je comprends pas, en fait. Principe de laisser des gens complètement odieux et malveillants. En fait, c'est de la malveillance pure devant des étudiants. Bah non. Après, il y en a qui étaient pas rancuniers et qui l'avaient après, quand ils étaient un peu plus âgés et qui le comprenaient mieux et qui étaient plus proches et genre qui l'aimaient bien au final ce prof-là. Donc je veux pas juger. Moi, je veux juste que ce que j'ai vécu et je veux pas. Enfin, je pense que c'est quelqu'un de méchant, en fait. Tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un de méchant.
et de peu épanoui dans sa vie. Ouais, bah c'est ça en fait. Moi, ça me fait penser à des profils aigris effectivement et qui ont C'était besoin le un petit cas. peu de se vider sur les gens comme ça, frustrés, tu sais. Oui, il y avait une haine à déverser et c'était assez facile de le faire sur des étudiants qui de toute façon ne rétorqueraient pas. Donc, Oui. Bah avant de tomber sur toi quoi. Bah j'ai pas trop rétorqué devant lui. Hein. Ouais, j'ai plus en. Non, parce que il y a quand même le fait. Enfin, oui, t'es jeune. Je lui ai juste pas répondu en fait. J'ai juste dit bah non. Enfin voilà et j'ai accepté mon sort et puis j'ai fini l'heure comme ça, mais j'avais envie de pleurer. Enfin, c'était horrible comme moment. Et je suis sortie de là, j'ai chialé un bon coup et j'ai quand même écrit au responsable du master pour lui expliquer comment ça se passait l'école avec ce prof-là, quoi. Parce que c'est pas juste. Tu dois, normalement, t'es censé pouvoir faire ton exercice et t'es jugé sur l'exercice au complet, pas sur l'erreur que t'as fait à la première question. Enfin, je peux ne pas réussir la première question et réussir tout le reste. C'est clair. Ça donne pas lieu à un 0/20 normalement. Donc, non. Je comprends. Expérience malheureuse. Heureusement que la majorité des profs n'étaient pas comme ça. Sinon, je pense que je serais partie avant. Et puis, il me semble, c'était avec ça, sur cette histoire-là, que tes parents, ils t'avaient soutenu à fond, là, ou vous aviez été voir? Ah non, c'était sur autre chose. C'était sur autre chose. Ouais. Mais oui, après, ma mère, elle était aussi de mon côté. De toute façon, quand on raconte ça à un parent, je pense que normalement, ils soutiennent. Normalement, ils soutiennent. Bah après, toi, t'as des parents qui sont vraiment extraordinaires. Ils sont géniaux. C'est des bonbons. C'est des bonbons, les parents de Luna. Oui, j'ai beaucoup de chance. Ouais, carrément. Ouais, c'est pour ça que, tu vois, je te posais cette question pour en revenir un petit peu à, du coup, ce que tu nous as dit, quand t'as fait de l'hypnose, que t'étais un peu paralysée par, justement, ce syndrome de l'imposteur. Parce que souvent, on va voir ces dynamiques-là, quand les parents sont très absents ou qu'ils n'ont pas été, qui n'ont pas été très présents ou en tout cas pas assez régulateurs émotionnellement. Et toi, du coup, c'est vrai que c'était pas le cas parce que tes parents étaient c'est pas mon cas. présents. Hein. Pas mon cas du tout, ouais. Non. Mais après, j'ai toujours été très scolaire. J'ai toujours été académiquement très bonne. J'ai toujours eu des bonnes notes. Et donc, je pense que aussi, plus tu réussis, plus la peur de l'échec, elle est grande. Parce que si t'as pas envie d'être confronté à cet échec, en fait, alors que t'as bossé, ça. Tu vois. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Tu te mets une pression quand même. Tu sais quoi, je sais plus à qui j'en parlais, il y a pas très longtemps. Tu sais, quand t'as pas besoin de faire tes devoirs, quand t'as pas besoin de bosser, etc. Et t'arrives au lycée, et là, tu te prends une grosse claque dans la gueule. Bon, moi, pas au lycée, je me la suis prise du coup parce que le peu de lycée que j'ai fait le bazar, donc c'est pas représentatif. Mais par contre, quand j'ai été à la fac, là, je me suis aperçue que j'avais aucune méthode de travail. Du coup, puisque j'ai toujours été comme ça au talent, et c'est vrai que en fait, maintenant que tu le dis, je pense que ça a amplifié à fond mon stress de pas réussir parce que pas de méthode. Du coup, je fais comment? J'arrive pas à trier. Ah oui, mais pour moi, ça a toujours été facile. Et là, ça allait pas. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un gros risque d'échec. Et qu'est-ce que je fais en face de ça? C'est ça. C'est hyper dur à gérer en fait quand t'as toujours réussi. Ouais. Moi aussi, j'ai pas envie d'échouer. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais en même temps, je pense que toi, c'est pareil. Si on n'est pas passionné par le truc, on va y mettre aucun intérêt et donc c'est sûr qu'on va pas réussir. Ah oui. Moi, j'allais à des partiels. J'étais pas allée en cours du semestre parce que la matière me plaisait pas. Je savais que j'allais avoir 3, mais je me disais, c'est pas grave, je compenserai avec les autres. Ah ouais. Tu vois. Mais t'es à ce niveau-là de détente. Moi, il fallait que j'ai 20 partout. Ah non. Moi, tu vois, des matières comme, je sais pas, macroéconomie. Ouais. Je m'en tape. Genre, ça m'intéresse pas. J'y mets pas un pied. Ok. Genre, m'inflige pas ça. D'accord, ok, ouais. Et du coup, j'avais 3. Ouais, mais toi, du coup, t'avais quand même une capacité à accepter l'échec, donc toi, tu l'acceptais. Mais c'est pas l'échec, parce que mon semestre, je l'avais. Ouais. Il fallait que je compense avec les autres. En fait, pour moi, l'échec, il est plus facile à accepter et c'est normal, parce que si je mets aucun investissement, qu'est-ce que je m'en fous d'échouer? Je sais que je vais échouer. Si t'es honnête avec toi-même, normalement, oui. Oui. Non, mais je prétends pas avoir le talent, surtout à la fac, pour, c'est clair. Non. Mais, non, c'est quand tu mets du cœur. Et là, c'était le cas pour le CAPES. J'avais vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Je pense que je connaissais, 38 leçons sur les 44. J'ai fait très peu d'impasses. On a vraiment bossé d'arrache-pied, en plus, époque Covid, toute la partie là, cours à distance et tout, donc une partie de l'année, donc pas évident. Donc non, la peur de l'échec, elle est proportionnelle au cœur que t'as mis à l'ouvrage, quoi. Ouais, ok. Donc toi, ça c'est comme ça. Moi, tu vois, c'était vraiment
je sais pas, j'avais l'impression que j'avais une mission de réussir dans absolument toutes les matières. Ah ouais, ok. Tu vois, j'ai pas réussi. Et pourtant, on me l'a dit, on me l'a conseillé, et peut-être même toi aussi, tu me l'avais conseillé, de dire non, tu te concentres sur certaines matières à fond, et d'autres, tu fais le minimum syndical pour justement pas avoir trop à rattraper, Oui. tu vois, pour éviter d'être trop bas. Et non, moi, j'ai pas réussi à faire ça. En plus, bah, du coup, j'avais tout à côté, la boîte, etc., les enfants, et j'ai pas réussi, moi, tu vois, par contre, à dealer avec ça, et je me suis dit à un moment donné, bah vas-y, j'ai pas le temps, mais je crois qu'avec le recul, je me suis un peu trouvé une excuse de, je veux tellement pas, justement, être confrontée au fait que je ne serai pas bonne partout, Ouais, tu vois, que je me suis ouais. dit, ok, j'ai pas le temps pour être bonne partout, donc j'arrête. Mais après, c'est aussi toute une autre logistique. T'as quand même 2 enfants à t'occuper. Enfin, Ouais, je sais, c'est mais bon. complètement différent de ce que moi j'ai pu vivre. Mais à la fac, je pense que il faut accepter de pas pouvoir être bon partout. Ouais, bah c'est Parce que ce que j'ai pas réussi à faire. c'est pour bien le vivre en fait. Mhm. Après, je pense que tu peux être bon partout, mais ça demande un tel sacrifice que peu de personnes sont prêtes à faire, et surtout que en fait, ça va pas t'apporter grand chose dans ces filières-là, parce que après, je pense qu'en droit, où les masters sont sélectifs, etc., c'est différent. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à être bon partout. Mais moi, en maths, c'était pas sélectif, les masters. Hein. Enfin, ouais. on avait de la place. Le but, c'est de valider ton année, bien sûr, avec la plus haute moyenne possible. Ouais, mais ouais, bien sûr, ouais. après, en master, c'était différent parce que j'aimais tellement tout ce que je faisais que ça me semblait, c'était vraiment comme un jeu. Je prenais beaucoup de plaisir, donc j'avais moins de pression sur les notes. Hors concours, hein, bien sûr, oui, vraiment voilà, le master en lui-même. Et c'est la partie de mes études que j'ai préférée et que j'ai pris le plus de plaisir à faire. Hein. Franchement, entre les stages, le mémoire de recherche. Ah, c'était vachement concret en plus, direct en master là. Hein. Parce que c'est quoi encore l'intitulé de ton master ? Le premier ? Ouais, c'est métier de l'éducation et de l'enseignement et de la formation. Ok. Mathématiques second degré. D'accord. Genre pour collège-lycée, quoi. Ok, d'accord, ok. Ouais, donc oui, donc là, je sais même pas si j'ai dit le bon acronyme pour MEF, mais... Ouais, c'est pas très grave. Métier de l'enseignement, éducation, formation... Quelque chose comme ça. Ok. Un master d'enseignement, quoi. D'accord, ok. Ça fait partie des gros blocs de sciences de l'éducation ? Ouais, MEF, c'est sciences de l'éducation. Ok. Et le deuxième que j'ai fait, c'était aussi sciences de l'éducation, mais parcours PIF, ce qu'on appelle pratique et ingénierie de la formation. Ok, d'accord, ok. Et donc c'était dans le domaine là. Ouais, mais finalement, c'est vrai que du coup, t'es venu sur un métier où on deal avec de l'humain, hein, parce que formation, enseignement, etc. T'es tout le temps en interaction avec l'être humain. Ouais, intéressant. Trop cool. Bah écoute, Luna, on arrive sur la fin. C'est passé à une vitesse folle, alors que je vois que ça fait 1 heure et quelques. Un petit peu plus d'1 heure, ouais, carrément. Et c'était trop intéressant. C'est trop génial d'avoir ton parcours qui, merci. Il est vrai, n'était pas le moment de bascule, mais moi je pense que si. Il y a eu un moment de bascule qui était peut-être pas on-off, parce que t'as vu l'hypnothérapeute, t'as dû faire quand même derrière un travail sur toi, parce que l'hypnose, c'est pas magique non plus. Non, c'est pas magique, c'est des clés, mais... C'est ça aide, ça amplifie un processus de compréhension ou thérapeutique. Mais putain, t'as fait le taf, quoi, et t'y as été. Mais du coup, une dernière question, comment il était ton état de stress avant de découvrir que il y avait quand même la chance qui t'avait titillé avec ce sujet ? T'avais quand même réussi à le gérer ? Ouais, j'y allais beaucoup plus sereinement, notamment grâce à des exercices que je faisais tous les jours où je visualisais vraiment la scène, enfin, comment je voulais que ça se passe. Et du coup, le fait alors que j'étais jamais allée dans l'espace où se passait le concours, mais juste de m'imaginer, bah voilà, là je tire ce sujet, je vois que c'est le bon, et en fait ça s'est passé comme je voulais, donc j'ai pas eu le moment de stress de me dire dans un flow, quoi. Ouais, trop cool. Ouais, c'était ok. Ça déroulait, quoi. Vraiment. Franchement, bravo, parce que franchement, je sais ce que c'est le stress quand ça te tétanise, et c'est difficile de le gérer. Donc franchement, encore bravo, t'as assuré. Est-ce que t'as un petit mot à nous dire pour les femmes qui auraient aimé faire des carrières scientifiques, qui voudraient faire des carrières scientifiques, se reconvertir, etc. Dis-nous un petit peu, c'est quoi ton conseil ? Mesdames, il est jamais trop tard. La formation, elle attend que vous.
Je pense que tout est compatible avec une vie de famille. Quand on est passionné, je pense que tout peut bien se passer. Et il faut pas hésiter à venir et même à transmettre à vos filles. Et si vous êtes prof, à le dire à vos élèves que les maths c'est pour tout le monde, que c'est pas plus dur qu'une autre matière si on travaille, et que voilà, la voie est grande ouverte et qu'on attend que ça d'avoir des petites mathématiciennes avec nous. Yeah, des badass mathématiciennes. Ouais, ben écoute, moi j'ai été un peu trauma avec les maths, mais j'aime ça. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de mathématicité intuitive en moi. Tu connais, tu sais, je sais que tu sais. Et ouais, franchement à 100% les filles, si vous aimez les chiffres, si vous aimez les sciences, etc. Allez-y à fond. On a besoin aussi de la façon de raisonner des femmes qui des fois est un peu différente de celle des hommes. Évidemment. Et c'est justement dans cette complémentarité entre hommes et femmes où on va peut-être pouvoir voir émerger de découvertes plus grandes encore. Et oui, et vous êtes légitime. Ne pensez jamais que vous n'êtes pas légitime. Vous êtes légitime. Ces parcours sont aussi adaptés pour vous. Et il faut pas se poser la question. Vous avez votre place. Elle vous attend. Ouais, c'est clair. Vous êtes légitime. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce mot. Et si vous aimez les sciences, les maths, mais qu'il y a quelque chose qui hésite à vous lancer, posez-vous cette question des stéréotypes, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui me retient ? Ouais, vraiment. Est-ce que c'est parce que je pense que j'ai pas les bonnes capacités et tout ? Si, vous les avez. À capacité égale, les femmes ont toujours tendance à se dévaloriser, alors que non, vous êtes légitime. Vous êtes légitime, vous êtes puissantes, les girls. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Luna. De toute façon, je pense qu'on refera parce qu'avec Luna, qui aime la philo aussi, il y aura plein d'autres sujets. Merci beaucoup pour cette question sur les stéréotypes. C'était vraiment trop intéressant. J'espère à tous, s'il y a des hommes qui nous écoutent, et à toutes que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses, que peut-être ça aura résonné avec votre propre questionnement, votre propre histoire. Eh ben, écoutez, on vous attend la semaine prochaine pour les aventures d'une nouvelle invitée. Et encore merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas à nouveau de partager, de nous suivre et racontez-nous vos expériences. Racontez-nous peut-être quand un prof vous a fait une réflexion à la con, ou alors peut-être que vous avez choisi ou pas choisi certains parcours par rapport à tout ça. Comment tout ça résonne en vous. On vous attend en dessous, on viendra vous répondre dans les commentaires. Et racontez-nous aussi s'il y a eu un prof qui, justement, à contrario, vous a donné le déclic, vous a donné confiance. Grave. Parce que j'ose espérer que c'est ce que la majorité de mes collègues font. Ah ouais, carrément. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, je pense que tous les profs rêvent d'avoir eu un impact positif dans la vie de leurs élèves, et c'est pour ça qu'on fait ça. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais, bah ça c'est vraiment une pensée de prof, j'aurais pas pensé, mais merci. Donc racontez-nous tout et puis on vous dit à bientôt. À bientôt Luna, merci encore. À bientôt, merci pour tout. À bientôt.